Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Le Prado 150 est la quatrième génération du SUV, apparu en 2009. L'histoire du Prado commence en 1990, lorsque Toyota décide de faire une version plus compacte du Land Cruiser 70. Au départ, la voiture s'appelait Land Cruiser 2, puis a été rebaptisée 70 Prado. Ces voitures sont restées sur la chaîne de montage jusqu'en 1996, et il s'est avéré que le format d'un petit tout-terrain sérieux était très demandé. Après tout, le 70 Prado avait un châssis, pouvait se vanter d'avoir des essieux non-coupe, des suspensions à ressort avant et à la arrière. La transmission, bien sûr, était intégrale. Même à l'époque, le choix des moteurs était très riche, la voiture pouvait être équipée de moteurs à essence de 2,4 et 2,7 litres. D'un moteur diesel atmosphérique de 2,8 litres ou de turbodiesel de 2,4 et 3,0 litres. Les transmissions sont manuelles à 5 vitesses ou automatiques à 4 vitesses. La deuxième génération, Toyota Prado 90, était différente en ce sens qu'elle passait à une nouvelle plateforme. Le Prado n'était plus construit sur la base du Land Cruiser adulte, mais sur celle du 4Runner, dans ce cas, la série N185. La voiture, comme elle est censée être un tout-terrain, reste un châssis, avec une transmission intégrale constante avec réducteur. Et blocage des différentiels interaxes et interroues arrière, mais il y a eu une innovation significative, la suspension avant est devenue indépendante. Dans la gamme des moteurs, on note l'apparition de moteurs à essence V6 d'un volume de 3,4 litres et, après 2000, d'un nouveau moteur diesel turbocompresse de 3 litres. La troisième génération, Toyota Prado 120, 2002, a également utilisé la plateforme du 4Runner. Le Prado 120 est devenu nettement plus intéressant que son prédécesseur. Il peut être équipé de 3 rangées de sièges, bien sûr, uniquement dans la version 5 portes, d'une transmission intégrale de s'activable. Pour les pays du Moyen-Orient et sur les voitures à transmission manuelle, d'amortisseurs adaptatifs et d'une suspension pneumatique arrière. En outre, il y a une nouvelle boîte automatique à 5 rapports, et une fierté particulière pour les propriétaires du Prado LE. Qu'un SUV légèrement modifié est maintenant vendu sous la marque Lexus GX. Et c'est déjà un pas en arrière vers le haut de gamme. Enfin, notre héros, le Toyota Prado 150, est apparu en 2009. Dans l'idée, il s'agit d'un restylage très profond de la 120e série, mais il y a beaucoup de changements. Même le châssis du nouveau SUV a été renforcé sur le 120e Prado, il n'était pas assez rigide à la flexion. Les moteurs de cette génération sont bien connus du même Hilux. Il s'agit de moteurs à essence de 2,7 litres, de moteurs diesel de 3 litres, atmosphériques et turbocompresse, à injection mécanique. Et Common Rail sur le 1KD FTV, et de moteurs 1GR, fait de 4 litres. Moteur Toyota 1GR, fait les transmissions se sont encore diversifiées. Il pouvait y avoir des boîtes manuelles à 5 vitesses et à 6 vitesses, et les boîtes automatiques étaient installées en 3 versions, des plus anciennes à 4 vitesses à 343 F et à 340 F sur les premières voitures aux boîtes à 5 vitesses à 750 F et même. À 6 vitesses à 761 F et à 960 F sur les voitures après le deuxième restylage. Toyota Land Cruiser Prado 150, 2013 à 2017 enfin, c'est dans cette génération de Prado que le système KDSS de Lexus GX est apparu. C'est un moment important, car nous allons découvrir ci-dessous ce qu'est ce système, qui peut être à la fois une raison d'aimer le Prado 150 et de le détester sincèrement. Dans le meilleur des cas, 3 millions de roubles était la somme pour laquelle on pouvait acheter une bonne voiture. On pouvait même choisir parmi de bonnes voitures. Quelle n'a pas été la surprise de ceux qui ont choisi un Prado pour cette somme et qui se sont soudain rendus compte que son intérieur n'était pas fait de matériaux de première qualité. Il a l'air bon marche, mais le problème est tout autre, il s'use très vite. Les commentaires à ce sujet sont pleins de découragement, de désespoir et de désespérance, des matériaux intérieurs dégoûtants. On ne sait pas très bien par qui le simili-cuir bon marche est appelé cuir. Je ne veux même pas parler du plastique, y compris celui qui est sous le bois. Il faut essayer de ne toucher à rien dans la voiture de temps en temps,
sinon ça serait. Pourtant, tout ne commençait pas si mal, l'intérieur, qui semble à première vue coûteux et luxueux, est fini avec des matériaux qui sont loin d'être de la plus haute qualité. Hélas, la compréhension de l'essence de l'intérieur du Prado 150 est arrivée trop tard, les rayures, le plastique du salon raie. Par le vent, en un mois une voiture neuve dans le salon ressemble à une voiture de 3 ans, de même pour les plis sur le cuir des sièges, la colère et l'indignation. Toyota Land Cruiser Prado 150, 2013 à 2017 Toyota Land Cruiser Prado 150, 2017, présent. D'ailleurs, il y a un point positif, il sera difficile de cacher le vrai kilométrage dans le salon. Il ne s'agit pas d'une Mercedes-Benz W211 dont l'intérieur peut paraître décent même après un demi-million de kilomètres parcourus. Ici, les revendeurs devront faire beaucoup de travail avant la vente. Et les propriétaires, bien sûr, sont offenses. Surtout après un tel outrage, comment se fait-il, Toyota, que le volant commence à se dégarnir à 18 000 km. Bien visible au soleil, les taches sont apparues non pas à 50 000 km, non pas à 100 000 km, mais à 18 000 km. Karl, 18 000. Il n'est même pas nécessaire de réduire le nombre de points d'exclamation, tout va droit au but. L'électricité du Prado 150 n'est pas capricieuse, mais ce n'est pas à l'honneur du modèle. Le fait est que tout le monde ne trouve pas facile de conduire une grande voiture aux dimensions incompréhensibles, beaucoup se plaignent que, sans expérience, cela se passe si bien. Il n'est donc pas surprenant que de nombreuses critiques fassent l'éloge des systèmes d'aide aux débutants, un ensemble d'astuces électroniques très pratiques, un système de repérage des angles morts, un changement dynamique de l'éclairage de l'intérieur, et lui-même, soit dit en passant, un magnifique éclairage, une excellente navigation intégrée, des caméras de surveillance panoramique et des caméras latérales avec des angles de vue variables. C'est très pratique, même sur le plus petit des SUV, la surveillance de l'angle mort est très utile en conduite et en ville. Bien entendu, le système de surveillance n'est pas le seul à plaire. Nombreux sont ceux qui notent que tous les systèmes sont règlés au mieux, mais nous n'allons pas donner trop de citations identiques, c'est ennuyeux. Elle se résume à peu près à ceci: j'ai beaucoup aimé la caméra et les détecteurs de mouvement sur les vitres latérales. Le détecteur de pluie réagit bien. Et tout cela dans le même esprit. Toyota Land Cruiser Prado 150 2017 N. Par souci d'objectivité, je dois ajouter qu'il y a aussi des personnes qui ne sont pas satisfaites de certains assistants électroniques. Mais il s'agit d'une nette minorité qui, souvent, n'ose même pas s'exprimer contre Toyota, les partisans de la qualité impériale. Font taire rapidement, et pas toujours poliment, ce type d'interlocuteur. Qu'est-ce que le KDSS? Il s'agit d'un système permettant de contrôler activement la rigidité de la suspension en réglant les barres stabilisatrices. La barre stabilisatrice est fixée à la barre stabilisatrice à une extrémité et l'autre extrémité n'est pas directement reliée à la carrosserie, comme c'est généralement le cas, mais à la carrosserie par l'intermédiaire d'un vérin hydraulique. Le vérin hydraulique permet de modifier la plage de fonctionnement du stabilisateur. À vitesse élevée, il devient plus rigide, ce qui empêchait les forts roulis, et en tout terrain, la suspension peut être relâchée, ce qui augmente sa course. Bien sûr, le système est bon, mais seulement s'il fonctionne. Et il fonctionne différemment pour chacun. Quelqu'un ne connaît presque pas le chagrin, et quelqu'un est prêt à hurler comme un loup, c'est pourquoi, comme l'a écrit l'un des propriétaires à propos du KDSS, le thème correspondant sur le forum de profil des propriétaires de Pradic a près de 400 pages de discussion. Cet avis est intéressant, fait basculer beaucoup de gens, grâce au système de stabilisation cinétique de Toyota. Et parmi ceux qui ont subi un basculement, personne ne l'a jamais battu. En fait, tout peut être réparé. Mais pas toujours à bon marche. Ceux qui n'ont pas eu de chance avec les spécialistes ne peuvent que faire le constat suivant, lors de ma deuxième visite au service. Après-vente, 3 ou 4 jours plus tard, en plus de l'inclinaison, les cylindres de ce même système KDSS cliquetaient dans la voiture. Ces mêmes cylindres émettaient de terribles coups sur les bosses sous le plancher. Plus loin dans l'article, on trouve une histoire pas très intéressante sur la lutte contre le KDSS, qui se résumait à un simple fait. Cherchez quelqu'un qui sait comment le réparer. Pour ceux qui prévoient d'acheter un Prado 150 d'occasion, je vais vous révéler un secret, le KDSS n'est pas disponible sur tous les Prado de cette génération. Vous pouvez acheter une voiture sans ce système. L'essentiel est de trouver une copie convenable et de trouver de l'argent pour l'acheter. Car,
lisez ci-dessous. Il s'agit probablement d'un fait évident, et il n'y a rien de nouveau à dire à ce sujet, les Toyota deviennent très lentement moins chères dans notre pays, et en même temps, elles sont très demandées. Il s'agit d'une sorte de phénomène propre à Toyota, dont personne ne percera probablement jamais le mystère. Les propriétaires, y compris les anciens, sont très heureux de cette valeur des Toyota, la valeur résiduelle à la vente est probablement le principal avantage de Toyota, j'ai vraiment vendu la voiture pour à peu près la même somme que je l'ai achetée. Bien entendu, avec des prix absolument fabuleux sur le marché secondaire, les Toyota restent extrêmement liquides, malgré le kilométrage. Ils ont appelé toutes les heures, puis j'ai dû la donner à mon frère pour une somme symbolique et des demandes énormes. D'ailleurs, elles sont aussi très populaires auprès des voleurs de voitures, et le coût des polices d'assurance pour les Prado neufs était astronomique. Je ne peux m'empêcher de partager l'avis d'une personne qui n'aimait vraiment pas son Prado et qui regrettait de l'avoir acheté. On ne peut l'apprécier que pour sa fiabilité et la facilité avec laquelle on peut le revendre à prix d'or au prochain single. Nous avons toujours eu plus d'énergumènes que de Prado. D'où, apparemment, la bonne demande. Bien sûr, le Prado équipe d'un moteur AGR fait de 4 litres se conduit très bien. Et il est possible de vivre tant bien que mal avec des moteurs diesel de 3 litres. Mais avec le moteur à essence d'ETR, fait de 2,7 litres d'une puissance de 163 chevaux, surtout en combinaison avec la boîte automatique à 4 vitesses à 340 F, même l'accélération au 100 est de 13,9 secondes. Pour le courant moderne, ce n'est pas suffisant. Par exemple, la même Hyundai Solaris avec un moteur de 1,4 litres et MKP le premier centième ramasse pour 12,2 S. Il est certain que les propriétaires de Prado avec des moteurs de 2,7 litres ne peuvent pas dormir tranquillement sur leurs deux oreilles. Et ils se plaignent sur Internet, absolument aucune dynamique, très sec. Au 100, le mode sport, apparemment, pour la beauté, l'utilité est nulle, doublé sur une autoroute ou dans une colline, c'est tout simplement l'agonie. Nos Lada des feux de circulation démarrent plus rapidement, avec un moteur 2,7 et plutôt léthargique. Ce n'est pas du tout pour la course, parfois même les gazelles Next me font du rentre-dedans. Pendant qu'un conducteur de gazelle sourit quelque part dans le monde, je vais donner un avis plus détaillé, me semble-t-il, plus objectif. Le problème d'une voiture équipée de ce moteur, me semble-t-il, ne réside pas dans sa dynamique, mais dans des attentes surestimées. D'une certaine manière, une belle et grande voiture tout-terrain coûteuse n'a pas la même dynamique qu'une voiture normale, n'est-ce pas? Mais, comme l'a dit Andrei Archavin après l'échec de l'équipe nationale russe à l'Euro 2012, vos attentes sont vos problèmes. Pourtant, le Prado n'est pas la Solaris. Pendant que le Prado gagne les premiers cents, le Solaris aura le temps de relever les cylindres, de remplacer les silent bloqués. De tendre une chaîne, il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. Il faut juste se préparer au fait que, ceux qui sont habitués aux voitures puissantes, si ce paramètre est important, il est logique de rechercher une voiture équipée d'un autre moteur, il n'y a pratiquement pas de réclamation à ce sujet. Il existe une catégorie de personnes qui ont acheté le Prado non pas par intuition, mais par calcul. Quelqu'un veut aller pêcher dans un confort relatif, quelqu'un construit une maison de campagne ou une dacha, quelqu'un aime simplement se détendre dans la nature. Ces propriétaires ne se soucient généralement pas de la façon dont leur voiture roule, jusqu'à 100 km/h ou de la façon dont les femmes mineures la regardent en arrière. Ils ont juste besoin de conduire là où tout le monde ne peut pas conduire. Probablement sans fanatisme, mais en conduisant. Il me semble que ces personnes sont plus satisfaites de leur voiture que les autres. Et leurs commentaires sont à l'avenant, calmes, sans cri ni piaillement. Par exemple, voici un exemple. La voiture surmonte facilement les obstacles modérés en tout terrain. Il est difficile de s'enfoncer dans une boue épaisse, surtout d'un point de vue psychologique. Je n'ai pas trouvé une seule bordure de trottoir sur laquelle je ne pouvais pas me garer. La praticabilité géométrique est bonne, à certains moments, il m'a semble que ni moi ni la voiture ne serions jamais sortis de ce marécage et ne serions jamais retrouvés. Heureusement que j'avais un téléphone satellite avec moi, j'ai fini par m'en sortir tout seul. Ils peuvent dire approximativement ce qui suit, le Prado surmonte la couverture conditionnelle, jusqu'aux genoux, sans aucune tension. L'ascension du rempart de terre à moins de 45 degrés au premier essai, les fosses, les pierres, les jeunes arbres tombent, sous-bois. La piste tracteur, tout cela et bien d'autres choses qu'il peut faire, la neige n'est pas duveteuse, mais pas super compacte, quelque chose de moyen. Nous roulons très calmement avec le SP désactivé.
La hauteur est de 30 à 35 cm à certains endroits, elle couvre les seuils. C'est suffisant pour moi. Il est important de noter que même un moteur de 2,7 litres est suffisant en tout terrain, ici, tout est décidé par la transmission. Et le Prado s'en accommode parfaitement. Le principal problème est que le Prado n'offre pas seulement la meilleure visibilité, mais qu'il a aussi le don d'éclabousser la lunette arrière et les caméras, qui sont théoriquement très utiles dans les cours étroites. Laver constamment les vitres et les rétroviseurs est le passe-temps favori de nombreux propriétaires, en particulier ceux qui ne sont pas habitués aux dimensions de leur voiture. Ils se plaignent parfois, si, avant chaque départ, vous n'essuyez pas les caméras de la vue panoramique, vous essuierez sûrement une aile ou un pare-choc de la voiture suivante. Ou encore, aérodynamique très ratée, l'arrière est toujours dans la boue, et la visibilité n'est pas bonne, vous êtes assis très haut, vous ne voyez tout simplement pas les bordures et les poteaux bas. Toyota Land Cruiser Prado 150 2017 N. Cependant, certains camarades pensent que si un hippopotame est maladroit, c'est le problème des personnes qui l'entourent, et non le sien. Ils tirent des conclusions sanguinaires, ce n'est que maintenant que j'ai compris pourquoi les propriétaires de Prado fixent ces terribles tuyaux sur les pare-chocs. Et quoi, vraiment, qu'est-ce que ça peut faire qu'une Matisse sur le monde est diminue? Mais le Prado est intact. Si l'on met de côté les difficultés liées au stabilisateur actif KDSS, la suspension du Prado peut être considérée comme un modèle de fiabilité. Dans les critiques, il n'y a que des plaintes concernant les roulements de moyeu, mais, en règle générale, ceux qui roulent plus souvent dans des fourgonnettes que sur des routes difficiles s'en plaignent. Pour le reste, tout vit longtemps et, dans les cas extrêmes, beaucoup de choses peuvent être remplacées à moindre coût. Bien sûr, tout n'est pas à l'avenant, il s'agit d'abord de consommables, mais tout de même. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'avec le Prado, on peut conduire là où d'autres peuvent à peine se faufiler, le comportement de la suspension est habituel pour les voitures à châssis, les petites bosses sont ressenties, les gros trous, elles les avalent. La suspension est en principe impénétrable. Je m'attendais à ce que la maniabilité et le rayon de braquage soient moins bons, mais en réalité, tout n'est pas si mal. Dans les virages, bien sûr, ils se renversent mais pas de façon critique, les problèmes et l'inconfort ne sont pas au rendez-vous. Les critiques sont plutôt monotones, nous allons donc ajouter quelques citations et aller plus loin, un maximum de simplicité, mais qui engloutit tout. Tous les nids de poules, les rails. Oui, en ce moment, je me balance sur le siège, mais il n'y a pas de panne, l'essentiel, c'est le confort sur toutes les routes. Les chemins de terre, les rails, les réparations routières, etc. Eh bien, nous croyons, même l'envie. Toyota Land Cruiser Prado 150 2017 N. C'est. Et là, bien sûr, c'est la tristesse et même le chagrin, la qualité de la peinture du Prado est loin d'être idéale. Il y a beaucoup de plaintes à ce sujet, et je dois noter qu'il s'agit d'avis très anciens, écrits presque immédiatement après l'achat de la voiture. Il ne s'agit donc pas uniquement de problèmes liés à l'âge. Malheureusement, la cause des malheurs est une mauvaise peinture, et non l'âge de ces voitures. Plus précisément, dans l'épaisseur de la couche et la fragilité du revêtement. Ils en parlent à peu près dans les mêmes termes, le vernis sur les pièces est si fin que même la céramique ne sauve pas, il est très probable qu'il faille rouler toute la voiture en film en une seule fois, ce qui a pour résultat de faire éclater tout le capot en copeaux. D'ailleurs, lorsque je l'ai vendu, l'acheteur a trouvé de petites marques rouges sur les portières avant. La rouille après 2 ans d'utilisation, ce qui va se passer ensuite, c'est effrayant d'y penser. Et c'est encore pire que non seulement les panneaux de carrosserie se décolorent et rouillent, au diable sur un SUV à châssis, mais aussi sur le châssis et les pièces de suspension, après moins de 2 ans à compter de la date d'achat, j'y trouve de la rouille. Traîtresse sur toutes les soudures des éléments du châssis, sur le carter de l'essieu et de la boîte de vitesse, sur les leviers avant et sur la niche de la roue de secours. Il est frustrant qu'une voiture peu coûteuse perde rapidement son aspect commercialisable, naturellement, il ne s'agit pas d'une corrosion de part en part, ce serait un fiasco, et bien sûr, la voiture ne s'écroulera pas dans les 3 prochaines années, c'est certain, mais compte tenu de la caractéristique de conception de la Jeep et de la position haute des passages de roues, tout cette foire au gingembre brille à la vue de tous après chaque lavage, créant une gêne esthétique pour le propriétaire de la voiture. Il n'y a pas à discuter, voir une telle chose sur une voiture presque neuve sera désagréable même pour le propriétaire de voiture le plus calme du monde. Vous deviez bien savoir ce qui arriverait en tête de ce classement, n'est-ce pas?
Que voulez-vous, c'est Toyota. Alors, oui, soyons banals jusqu'au bout, le meilleur du Prado, c'est la fiabilité. Il n'y a rien à expliquer ni à commenter ici, tout est déjà dit par les propriétaires eux-mêmes, fait intéressant, sur le forum. De profil des propriétaires de Prado, vous ne trouverez pas de sujet sur les dysfonctionnements du moteur, de la boîte, du châssis et d'autres unités et assemblages principaux. Les principaux sujets concernent les grillons dans l'habitacle, l'isolation phonique et d'autres absurdités, pour 220 000 km. De kilométrage, je n'ai fait que de l'entretien, et c'est l'avantage le plus important de cette voiture, et vous pouvez lui pardonner. La peinture, le cuir, le manque d'isolation phonique et les matériaux de finition, mais elle est fiable, pour une bête de somme. Vous n'avez pas besoin de plus. C'est probablement vrai. Il était possible de terminer ici, mais en raison des sentiments exacerbes de justice et de préjudice, j'ajouterai que ceux qui ont achètent le Prado 150 après le Prado 120 ne sont pas particulièrement ravis de la fiabilité de la voiture. C'est généralement le cas de ceux qui sont passés à Toyota après avoir acheté un Mercedes-Benz GLK. Cependant, pour tout le reste, à l'exception de la fiabilité, ils ressentent de la douleur. En conclusion, le Toyota Land Cruiser Prado 150 présente des atouts indéniables, tels que sa robustesse, son confort et ses capacités tout-terrain. Cependant, il est également important de considérer ses inconvénients, comme son prix élevé et sa consommation de carburant. En pesant soigneusement ces 5 raisons, vous serez mieux équipé pour décider si ce véhicule correspond à vos besoins et à votre style de vie. Que vous choisissiez de l'acheter ou non, il est essentiel de faire un choix éclairé. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour d'autres conseils automobiles.